Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents à l'heure. Je crois qu'on attend encore quelques personnes, mais on va commencer sans elles. Donc ravi de vous accueillir avec dans l'ordre hiérarchique Vincent Magdelaine, directeur général, et Anne-Laure Pommier, directrice générale adjointe. Voilà. Je vais commencer par elle, bien séance, mais c'est la hiérarchie. Donc pour ce point annuel, je vais vous proposer un menu qui sera le menu de notre présentation, mais qui ne sera pas exhaustif. On a choisi d'aborder quelques points, mais bien sûr, tout ce que vous voudrez rajouter sera possible, et en particulier au travers des questions. Donc, ce que je vous propose, c'est d'évoquer assez classiquement un peu la santé de notre secteur, des grains de l'appro. On fera une rapide brief sur la situation économique, financière des coopératives. Deuxièmement, faire là aussi un flash rapide sur la campagne qui se termine, et puis regarder la campagne qui s'ouvre. C'est quelques perspectives. Troisièmement, vous parlez d'un dossier particulier qui est on a lancé l'année dernière une charte de bonnes pratiques face à la volatilité des marchés. Donc je crois qu'on vous l'avait annoncé l'année dernière. Au bout d'un an, il s'agit d'en faire un bilan et de mettre là aussi quelques perspectives. Et quatrièmement, j'y reviendrai peut-être un peu plus longuement. On vient de finir notre Tour de France à nous, le vrai début de samedi, je crois, mais le nôtre il vient de se passer pendant un mois à peu près, où on a tenu 8 réunions en région avec nos coopératives, ce qui nous permet de sentir un peu la température, et je vous propose donc de tirer quelques conclusions de ça. Voilà ce qu'on vous propose de faire en à peu près 25 minutes, 38 minutes. Ensuite, la parole sera à vous. Vous avez vu qu'on a délibérément choisi de ne pas tout traiter. Des sujets, par exemple, comme le plan protéines, qui est important, qui s'insère par dedans. Évidemment, toutes les questions sur ces sujets seront appréciées. Donc, le secteur quelques idées sur où on en est. Bon, c'est Vincent qui va vous exprimer ça sur la situation économique de COP. Alors peut-être Vincent, si tu veux, pour gagner un peu de temps et qu'on ne soit pas redondant, je passe immédiatement la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors cet exercice un peu traditionnel, donc de vous présenter les principaux chiffres d'une étude que nous réalisons tous les ans depuis le début des années 90 sur la situation financière des coopératives. Donc vous avez cette fiche là qui est toujours fait sur le même modèle, confirme que nous sommes dans des métiers qui sont peu rémunérateurs. On a un résultat sur chiffre d'affaires de l'ordre de 1%. Vous avez l'évolution sur longue période. On a toujours été entre 0,5 et 2, mais on s'établit plutôt autour de 1% ces 2 dernières années. Et c'est la moyenne sur longue période. On a du côté de la situation financière également la confirmation que les coopératives sont des entreprises saines d'un point de vue financier et qui ont cherché au cours des années récentes à conforter des fonds propres, parce qu'on sait que dans des situations d'incertitude, notamment sur les marchés, il est important de disposer de fonds propres nécessaires pour faire face aux aléas du marché. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de cette fiche. Vous pourrez en prendre connaissance et nous poser toutes les questions que vous voulez. Je reviendrai juste un tout petit peu sur la structuration sectorielle. Donc on suit évidemment l'évolution du nombre de coopératives. On est passé donc de métier du grain. On est passé de 1990 à 2014 de 434 à 169, une division par 2,5.
c'est un mouvement de structuration continue qui n'a rien d'exceptionnel dans le monde que nous connaissons, il n'a rien d'exceptionnel. Par contre, il est indispensable quand on est face à un aval de plus en plus concentré et un amont de plus en plus concentré qui, lui, s'est concentré beaucoup plus vite et beaucoup plus fort et en tire un pouvoir de marché évidemment très significatif. C'est le cas de la grande distribution tout à fait en aval, mais aussi de l'industrie et de notre amont. Et puis, pour illustrer ça, nous avons regardé quels étaient les groupes coopératifs qui atteignaient 50% de la collecte française. Et on trouve les 18 premiers groupes. Alors, ce sont soit des coopératives, soit des unions. Évidemment, les chiffres sont consolidés au niveau des groupes. Et vous avez ici les grands chiffres. Alors, ils sont évidemment lissés sur plusieurs années, donc ils sont à prendre en grande masse, évidemment, aucun n'est exact, c'est pour ça qu'on n'a mis qu'un chiffre après la virgule, mais on voit apparaître donc de plus en plus d'unions, c'est-à-dire de partenariats entre coopératives, entre groupes coopératifs pour peser dans ce marché donc de plus en plus concentré en avant. Bon, voilà les éléments factuels. Et évidemment, nous répondrons à toutes vos questions sur ce sujet. Voilà, merci Vincent. Deuxième point, donc retour rapide sur les marchés, sur la campagne écoulée, sur la campagne à venir. Là aussi, vous avez une note, elle a été distribuée dans le dossier. Donc, je vais passer la parole à Anne-Laure pour la commenter, mais globalement, en perspective 2014 et dans la continuité de 2013, avec une tendance à la confortation des stocks mondiaux. Alors, on va relativiser ça, parce qu'il y a toujours des choses comme un million, etc., qui se baladent. Et donc, il est de bon ton de faire des tas de prévisions à partir de ça. Mais bon, voilà, ces réserves près, on est quand même globalement dans une tendance à conforter les stocks, avec des échanges qui ont été records en 2013, qu'on attend plutôt en repli en 2014. Bon, voilà pour les grandes tendances, peut-être Laure, vas-tu rentrer un peu plus dans le détail. Donc effectivement, on s'attend à une campagne 2014 dans la continuité de 2013. Donc pourquoi dans la continuité? Parce qu'on va probablement, d'après les prévisions dont on dispose aujourd'hui, sachant que la récolte des céréales à paille hémisphère nord est tout juste en cours, donc en Europe, en France, on va démarrer bientôt les blés. Donc compte tenu donc, des éléments qui sont encore des éléments de prévision, 2014 devrait être une année à forte production. 2 années de suite avec une production supérieure à la consommation, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. C'est la dernière fois que ça s'est produit, c'est les campagnes 2008 et 2009 qui faisaient suite à la grande sécheresse et au grand manque de production de l'année 2007. Donc on est là effectivement dans une logique de reconstitution des stocks, on peut même dire de stocks qui s'alourdissent et donc qui pèsent indéniablement sur la perception qu'ont les acteurs du marché, puisque l'offre et la demande, l'équilibre offre et la demande, c'est bien ce qui détermine la tendance majeure et la situation des années à venir. On voit bien que les cours se sont déjà ajustés, on est toujours dans l'anticipation, on est sur des marchés qui travaillent tout le temps sur les prix pour les mois à venir et rarement sur du prix juste en disponible. Donc ça fait déjà quelques temps que les acteurs travaillent sur les prix de la récolte 2014 et on voit bien que ces prix ont déjà fortement chuté. Et donc le niveau de prix sur lesquels on est aujourd'hui, vont-ils continuer à baisser? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais ce que l'on ressent, c'est qu'ils intègrent déjà cette perception d'un bilan lourd. Donc, après, comme le disait le président M. Pess, évidemment, on est sur du vivant. Évidemment, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On entend beaucoup parler, ou on voit de façon régulière dans la presse cette histoire de phénomène climatique El Niño. Bon, il faut relativiser, parce qu'effectivement, l'impact sur le blé, notamment, est relativement peu important. Il a pu être certaines années très important, mais s'il a lieu, il concernera surtout la production de l'Australie, qui est un acteur exportateur de blé tendre. Et par rapport au maïs, les effets peuvent être contrebalancés entre les effets positifs et les effets négatifs entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc on sait que ça peut avoir un impact, mais pour le moment, sur le marché des céréales, c'est
un sujet qui est plutôt secondaire. Bon, par contre, effectivement, l'autre point important que l'on considère aujourd'hui, c'est cette question des échanges. Effectivement, le prix mondial, c'est à la fois l'équilibre offre et demande, et après, c'est ce qui se passe sur les marchés internationaux, c'est les échanges entre les acteurs. 2013 a été une année de record en termes d'échanges, et notamment en blé tendre. C'est assez logique, hein, après la récolte 2012, où les importateurs avaient du mal à sourcer la marchandise, puisque les prix étaient très élevés. Baisse des prix, reconstitution des stocks, effectivement, les importateurs ont eu une réaction légitime d'acheter plus et de reconstituer leurs propres stocks pour se remettre en situation de sécurité. Donc, bien sûr, on ne s'attend pas à la même chose sur l'année 2014. Hein, les stocks, c'est déjà... on devrait retrouver plutôt des échanges plus traditionnels en blé comme en maïs. Et donc, ce facteur échange qui a été un élément important de l'année 2013 et qui, à notre sens, a limité la baisse, a permis même des rebonds. C'est pas sûr qu'on le retrouvera l'année prochaine, on sera plutôt dans un contexte de forte concurrence entre les exportateurs, et donc effectivement tout dépendra de ce qu'achèteront nos clients. Donc là, il y a un point important sur cette notion concurrence, hein, c'est évidemment la qualité des grains. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la situation aux États-Unis. C'est vrai que sur le marché du blé aux États-Unis, la récolte est moindre que l'an dernier. Là, avec la récolte de blé qui est déjà entamée, on entend pas mal de commentaires sur des problèmes qualitatifs en protéines, voire en problématiques sanitaires, mycotoxines sur les blés tendres américains. Donc c'est une question et ça sera un fait de marché en ce début de campagne. Et puis l'autre paramètre important parmi nos concurrents, c'est bien entendu la mer Noire. Vous avez bien sûr suivi les événements politiques de l'Ukraine qui ont animé aussi le prix du marché des céréales au mois de mars, avril, mai. On ne peut pas présager de ce qui va se passer dans cette région et de l'impact que cela pourra avoir sur le comportement des acteurs. Évidemment, la marchandise, elle est là. On s'attend à une moindre production en Ukraine. Bon, pour nous, c'est surtout sur le marché du maïs que ça a un impact. Moindre production parce que plus grande difficulté d'accès aux intrants pour les producteurs. On est sur une production qu'on pense baisser environ de 5 millions de tonnes sur le maïs ukrainien, une production plutôt à 30 qui, dans les grandes lignes, ce sera plutôt sur 25 millions de tonnes. Mais elle est là, la production, elle sera là. En maïs, c'est encore un peu tôt pour le dire parce qu'évidemment, on a tout l'été devant nous, mais on s'attend à ce que la production soit quand même présente. Et par contre, comment va-t-elle être commercialisée? Et l'incertitude politique crée de l'animation sur les prix, crée de la volatilité, crée aussi des primes de risque pour les acheteurs, donc qui ont tendance à sous-coter ces origines-là, à bien vouloir les prendre si les prix baissent. Donc un contexte politique mer Noire qu'on surveillera particulièrement. Et juste pour boucler, c'est vrai que l'interrogation majeure sur le maïs, on a des questions sur le bilan maïs, parce qu'effectivement, c'est une production qui doit encore passer tout l'été. Et on a traversé une année en Europe avec une très forte importation. On va pratiquement flirter les 15 millions de tonnes de maïs importés par l'Union européenne. On s'érige ainsi à la deuxième place des importateurs mondiaux, tout juste derrière la Corée. C'est quand même pas un fait habituel. C'est vrai que la concurrence de l'Ukraine y est pour beaucoup, le fait qu'on ait importé des marchandises ukrainiennes. Les choses vont pouvoir changer, ou en tout cas il y a pas mal d'interrogations. Avec les dernières publications du rapport USDA, le marché a beaucoup plongé ces derniers jours. On va se retrouver à un prix du marché mondial qui va peut-être redéclencher des tarifs d'importation, des tarifs à l'importation dans la communauté européenne. Donc là, c'est un calcul savant, hein, puisque le prix d'entrée dans l'Union est calculé par rapport au prix du maïs américain plus les frais, le fret d'accès à l'entrée dans l'Union européenne. Et si ce prix atteint 155% du prix d'intervention, on va mettre en place des systèmes de taxation à l'importation pour protéger notre marché intérieur. C'est un mécanisme qui existe depuis très longtemps, mais qui n'a pas été activé depuis plusieurs campagnes, parce que les prix mondiaux, de toute façon, étaient nettement supérieurs à ce contexte-là, y compris les prix européens. Là, l'interrogation du moment, c'est compte tenu de la baisse qu'on vient d'observer des cours, est-ce qu'on va avoir des ajustements sur les tarifs? Donc un grand nombre d'incertitudes, comme d'habitude à cette époque de l'année, sur le déroulement de la campagne. Merci Anne-Laure. Troisième point qu'on souhaite aborder, on vient d'évoquer les marchés. Bon, vous savez
Et on le voit bien, la caractéristique de ces marchés, c'est d'être extrêmement volatile. Par rapport à ça, les coopératives utilisent des outils, en particulier les marchés à terme. Mais c'est pas sans risque, le marché à terme. Donc, vous savez qu'en mai 2012, on avait déjà lancé un guide de gestion du risque prix. Et l'année dernière, on a lancé la charte de bonnes pratiques. Et là aussi, je vais demander à Anne-Laure de rappeler un peu plus précisément ce dont il s'agit. Vous avez là aussi une fiche. Mais d'ores et déjà, ce que je veux vous dire, c'est qu'au bout d'un an, on est aujourd'hui avec 40 signataires et 60% des volumes qui sont d'ores et déjà compris, qui ont signé la charte. Donc c'est un résultat extrêmement positif. Alors il reste à faire, il y a 40% des volumes encore qui n'ont pas signé, mais bon, au bout d'un an, on peut estimer que c'est vraiment un bon score. Dans le premier régional, d'ailleurs, on s'en est félicité, tout en disant qu'il fallait qu'on franchisse encore un cap. Donc, mais peut-être, Anne-Laure, peux-tu revenir un peu plus dans le détail sur l'objectif et les modalités? Donc, effectivement, la gestion du risque prix, c'est un sujet clé dans les entreprises coopératives agricoles depuis l'arrivée de la volatilité. Donc, on peut dire 2007-2008. C'est la raison pour laquelle, comme de France Midi du Grain, nous avons beaucoup travaillé avec nos adhérents, les collecteurs, pour élaborer dans un premier temps un guide de gestion du risque prix que nous avions présenté il y a 2 ans, qui s'est traduit par la mise en place d'une charte sur laquelle donc, les coopératives s'engagent à mettre en œuvre les recommandations. L'objectif, il est avant tout d'inciter les entreprises à formaliser leur processus pour sécuriser la gestion du risque prix. C'est quelque chose qui est vraiment fort. On sent bien que ce sont des méthodes qui sont bien ancrées maintenant dans les structures, mais le besoin de formalisation est là, et la charte Métiers du Grain est là pour les accompagner, pour donner un cadre, donner des éléments de réflexion. Le deuxième objectif, effectivement, de cette démarche, c'est d'anticiper les réglementations. On sent bien que la demande autour de nous augmente de transparence, d'information, de précision de nos actions, donc que ce soit nos partenaires financiers, mais aussi le côté réglementaire. Donc c'est la raison pour laquelle les coopératives ont participé et ont signé cette charte. Alors aujourd'hui, comme le disait M. Pess, on est à 40 signataires. Donc régulièrement, on a des coopératives qui nous renvoient leur bulletin d'adhésion. C'est une démarche qui est enclenchée dans beaucoup d'entreprises. C'est une démarche volontaire, donc elles y vont chacune à leur rythme en fonction de leur choix et de leur processus interne. On sait très bien qu'il y a d'autres dossiers donc, qui sont en attente. On compte sur la continuité de cette démarche. Parmi les signataires, on a des structures de toutes les tailles. Donc c'est la diversité des coopératives qui fait notre particularité. On a des coopératives qui collectent 50 000 tonnes jusqu'à des groupes coopératifs ou des unions de commercialisation qui peuvent faire jusqu'à 3,5 millions de tonnes de collecte. Les signataires sont aussi répartis dans diverses régions françaises. Donc nous avons là aussi la représentation de nos adhérents. Parmi nos signataires, on peut également dire que nous avons 11 unions de commercialisation, puisque les coopératives sont soit commercialisées soit directement, soit via leurs unions. Donc dans ce cas-là, les unions ont également signé la charte. Et le retour de nos adhérents est très positif. Aujourd'hui, les entreprises qui ont signé la charte nous font des retours très encourageants. Pour eux, c'est un repère, un moyen d'avancer en interne, de fédérer aussi l'action entre les acteurs, puisque c'est des sujets qui sont partagés entre les gens du commerce, les gens de la finance et les gens du contrôle et de la collecte. Donc c'est un vecteur d'échange et de discussion dans les entreprises. Ça leur permet aussi d'avoir une meilleure discussion avec leurs partenaires bancaires. Donc globalement, une appropriation par nos adhérents qui nous satisfait. Voilà, merci. Dernier grand point qu'on souhaite aborder avant de vous passer la parole. Je vous l'ai dit, on vient d'achever notre Tour de France et de prendre donc le pouls un peu de la température de nos coopératives. Une conclusion, il y a c'est général, mais les coopératives d'appro-collecte sont clairement préoccupées par l'amoncellement de nouvelles réglementations et surtout l'incohérence des différentes règles qui tombent dessus,
Bon, ça n'a rien d'original. Vous savez que les agriculteurs ont eux-mêmes manifesté il y a quelques temps pour exprimer leur ras-le-bol. Pour notre part, en tant qu'entreprise, nous, on a besoin de visibilité, de choses assez régulières. Hein. Vous l'avez vu, les entreprises, nos métiers ne sont pas des métiers, sont des métiers de gagne petit, des métiers d'investissement lourd malgré tout. Donc on a besoin d'avoir un horizon qui est à peu près clair. Alors là, c'est pas le cas puisque les choses tombent dessus de façon régulière. Alors chacune de ces mesures, quand elle est prise individuellement, voilà, elle n'est pas clairement significative, mais l'amoncellement, l'accumulation, elle le devient. Et c'est donc ça qu'on dénonce. Hein. Moi, on va vous donner quelques exemples pour illustrer les propos de mesures, par exemple, redondantes. Vous savez ou vous ne savez pas que chaque année, nous devons déclarer nos ventes de produits sanitaires pour la redevance phyto. Ok, voilà, bon, ça c'est fait. Nouveau sujet qui émerge, les nanoparticules. Donc on est obligé de recommencer à déclarer après la même chose. Voilà, bon. C'est tout bête, mais dans nos entreprises, ça génère vraiment de la consommation d'énergie, alors qu'on sait très bien que tout ça, normalement, je veux dire, une déclaration unique nous semblerait, par exemple, beaucoup plus satisfaisant. Un certain nombre aussi de mesures dont nous nous interrogeons sur, franchement, la valeur créée, l'efficacité. Voilà. Dorénavant, on nous demande, par rapport à nos ventes de phyto, de donner le code postal des agriculteurs. Voilà. Alors, vous savez, ça a l'air tout bête, un truc comme ça, mais l'agriculteur, il y a un siège d'exploitation, il y a des terres qui sont sur tel canton, etc. Vous voyez le bazar que ça peut être pour nous, pour être correct, pour répondre efficacement. Alors franchement, on s'interroge là sur quelle valeur ajouter à ce truc, ça sert à quoi, ça amène quoi de plus dans la partie. Voilà, bon, Vincent, tu peux peut-être... Deux exemples tirés du projet de loi d'avenir sur l'agriculture, toujours sur les phytos, avec la demande de déclarer dans le fameux registre phyto dont parlait Christian à l'instant, d'inscrire le numéro de lot de chaque produit qu'on vend. Alors, c'est pour assurer la traçabilité, c'est une bonne chose, évidemment. Simplement, on nous demande de le faire rapidement. On a réussi à gagner un peu de délai, mais on nous demande de le faire rapidement, alors que ça demande une forte adaptation, non seulement des entreprises, mais des produits eux-mêmes. Hein. Il faut qu'il y ait un code-barre qui n'est pas aujourd'hui. Qui aujourd'hui n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça fait 2 ans qu'on y travaille, la profession y travaille. Le projet est abouti, il n'y a plus qu'à le développer, mais on sait que ça c'est très long, il faut que ça commence dans les entreprises, dans les firmes phyto, que ce soit mis sur chaque guidon, etc. Tout ça, ça ne peut pas être fait tout de suite. Et bien on nous demande de le faire très rapidement, sans tenir compte des réalités. Donc là, a priori, ça devient de la saisie manuelle, vous voyez le travail. Quoi. Et saisie manuelle, c'est impossible, avec des risques d'erreur. On nous parle de certificats d'économie de produits phytosanitaires. Vous en avez entendu parler. Calquer le dispositif de certificat d'économie d'énergie aux produits phytosanitaires. Pourquoi pas? Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est déjà dans la loi, mais on ne sait pas faire, et on s'aperçoit que ça risque d'être extrêmement compliqué. Avant même qu'on ait terminé de mettre en place et de tirer les premiers bilans de la réforme précédente, qui a été la réforme de l'agrément des distributeurs, hein, qui a très clairement mis des contraintes assez fortes sur les entreprises de distribution, avec un cadre de certification assez exigeant, auquel toutes nos entreprises se sont conformées, puisqu'elles ont toutes été certifiées à la date prévue. Avant même de tirer le premier bilan de cette réforme, on nous prévoit une nouvelle réforme en obligeant les distributeurs de rentrer dans un dispositif
dans un dispositif dont on ne voit pas bien comment il pourra être simple et opérationnel, même si tout le monde dit dans le secteur de l'énergie que ça ne fonctionne parce que c'est extrêmement simple. Or, pour les phytos, tous les gens qui travaillent sur le sujet voient que ça risque d'être une nouvelle usine à gaz. Donc 2 exemples, et seulement 2 tirés de... Voilà, donc, enfin 2, on vient de vous en donner 4, mais 4 au je total. dirais il y en a une ribambelle, donc on pourrait exposer. On a donné 4 pour vous montrer qu'en soi, parfois, ce n'est pas des choses très importantes, mais l'accumulation, voilà. Dernier sujet, avant de vous laisser la parole, enfin, mais c'est la continuité de ça, je vous ai parlé d'incohérence des propositions qui nous sont faites. Et là, clairement, on a une grosse inquiétude actuellement par rapport au réseau ferré et aux voies dites capillaires. Bon, vous savez que vous avez entendu parler des cotaxes, vous avez entendu parler de la volonté de faire passer sur des transports multimodaux et en tout cas plus durables que le camion. Banco, ok, on regarde comment doit se jouer la partie. Manque de chance dans le même temps. On observe que le réseau ferré diminue ce fameux réseau capillaire. Alors, le réseau capillaire, vous avez compris, hein, c'est pas les grandes lignes de chemin de fer, c'est tout ce qui la nervure intermédiaire du réseau, mais qui pour nous est hyper importante. Hein. C'est là que les trains de céréales passent. Bon, là aussi, vous avez des chiffres, un communiqué assez complet pour ça est distribué. Hein. Donc, je vous fais grâce des chiffres, mais retenez simplement que nous, notre estimation aujourd'hui, c'est que c'est à peu près 40% de nos tonnages qui passent sur ce réseau capillaire, que leur fermeture, en plus, je dois le signaler, assez peu cavalière. Hein. Certaines entreprises ont reçu il y a quelques semaines un message du genre sachez qu'à partir du 1er juillet, vous ne disposerez plus des trucs, alors qu'il y a des contrats derrière, hein, en théorie. Donc vous voyez le travail, mais ça veut dire quoi? Enfin, je vous livre quand même au moins 2 chiffres. C'est 82 000 camions de plus par an sur la route, et c'est 64 000 tonnes de CO2 de plus dans l'atmosphère. Voilà ce que ça veut dire. Donc, je répète, on est prêt, et les coopératives ont engagé la partie pour être plus durable, pour être plus efficace à cet endroit. Mais là, je veux dire, tout un effort qui est complètement gazé. On a investi dans des wagons, dans des choses comme ça. Voilà, on est à l'envers. Voilà, on ne veut pas être plus long. On vous a donc mis quelques sujets sur la table et quelques ficelles que vous pouvez tirer. Je répète, il y a plein d'autres sujets que vous avez peut-être en tête. Je recite le plan protéines, hein, qui est par exemple un des enjeux. Et maintenant, on vous écoute et puis on va essayer de répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient, sur ce qu'on vous a dit ou ce qu'on ne vous a pas dit.